Des témoignages rares à présent, ceux de criminels de guerre, place à notre grand angle. Ils sont poursuivis, parfois inculpés et jugés, condamnés. Qui sont les criminels de guerre, les génocidaires? Quelle est leur part de responsabilité? La justice internationale est-elle à la hauteur des attentes? Bonjour, bonsoir, Damien Scalia. Vous êtes professeur de droit et de criminologie à l'Université libre de Bruxelles. Vous signez Génocidaires aux éditions Dalloz. Vous avez recueilli les témoignages de 60 criminels de guerre et génocidaires poursuivis ou condamnés. Une parole plutôt rare, je le disais. Un livre qui rappelle aussi les attentes en matière de justice internationale, les limites. Mais d'abord, il y a une semaine, tout juste, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, une décision historique pour Kiev, mais avant tout symbolique. Qu'en pense le professeur de droit et criminologue ? Oui, bonsoir. Écoutez, c'est une décision effectivement historique. Maintenant, c'est une décision qui crée beaucoup d'attentes et plus il y a des attentes, plus les gens risquent d'être déçus. Et c'est un peu le risque avec ce type de décisions qui relèvent quand même d'une politique pénale. Donc voilà, des attentes, et ça c'est vrai que vous le soulignez tout au long de votre ouvrage. La justice internationale suscite beaucoup d'attentes, des victimes notamment. Vous êtes allé à la rencontre de criminels de guerre, alors des personnes condamnées par le tribunal spécial international pour l'ex-Yougoslavie et par le tribunal international pour le Rwanda. Qu'est-ce qui vous a décidé à leur donner la parole? Pourquoi vous avez eu envie de recueillir leurs témoignages? Moi, l'idée est venue dans une discussion où on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de recherches auprès des victimes, beaucoup de recherches auprès des populations, mais que finalement cette justice qui a pour centre et pour colonne vertébrale les accusés, peu de recherches leur avaient demandé ce qu'ils pensaient de la justice, comment ils l'avaient expérimentée. Et c'est un peu de ça que nous sommes partis et je suis allé voir avec une collègue et puis après seul, je suis allé voir ces criminels de guerre, ces génocidaires, des personnes condamnées mais aussi acquittées pour savoir ce qu'ils pensaient de la justice internationale. Oui, c'est vraiment le fil rouge à comprendre leur parcours judiciaire et effectivement leur retour. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez aussi votre cheminement, votre parcours intérieur. Il y a un risque de sympathie, vous dites d'empathie. Comment on fait pour garder la distance ? Alors c'est toujours quelque chose où il faut savoir se remettre en question. Effectivement, on rencontre des hommes avant tout, des hommes qui ont leurs problèmes quotidiens, des hommes qui ont une famille et pas des monstres comme le droit nous les décrit. Et donc effectivement, il faut faire attention. En tant que chercheur, on n'est pas là pour sympathiser avec les personnes, mais par contre, j'étais là pour croire ce qu'ils me disaient, j'étais là pour discuter avec. Et dans ce cadre-là, une certaine empathie se crée de leur point de vue envers moi et de moi envers eux. L'idée étant que je leur donnais la parole et dans ce cadre-là, il fallait les écouter. Damien Scalia, vous avez dit monstres, c'est le risque avec la justice internationale de les faire passer pour des monstres ? Alors la justice juge des personnes et juge des actes et effectivement les actes sont monstrueux. Le fait est c'est que cette justice internationale a besoin de monstruosité pour faire symbole. C'est quelque chose qui remplit cette justice, c'est quelque chose sur laquelle elle se fonde. Maintenant ça reste des êtres humains. L'idée n'est pas de leur pardonner ou de cautionner ce qu'ils ont fait, loin de là, mais de les comprendre et de comprendre comment est-ce qu'ils ont vécu cette justice pour une reconstruction, pour les victimes, pour les populations qui ont connu ces crimes dramatiques. Alors ce qui peut surprendre, c'est le peu de personnes qui reconnaissent leur responsabilité dans ces crimes de masse, seulement 3 sur 60. Est-ce qu'ils sont dans le déni ? Alors, certainement, il y a un déni. Alors après, je ne suis pas psychologue, donc il est difficile à analyser, mais ce déni, les auteurs en psychologie et en psychologie sociale l'ont démontré. Maintenant, la justice pénale internationale, le processus de justice n'aide pas à passer outre ce déni et participe très clairement à cette idée de non-reconnaissance des actes pour lesquels ils ont été jugés. Et en effet, il est assez dramatique de voir qu'après 20 ans de prison, des personnes ne reconnaissent toujours pas les actes pour lesquels ils ont été jugés. Et là, le droit a manqué quelque chose. C'est un échec aussi de la justice. Dans les nombreux témoignages que vous avez recueillis, justement, ils expliquent qu'ils se sentent incompris, qu'ils se sentent pris pour des boucs émissaires, qu'il n'y a pas de communication finalement entre leurs juges, avec les juges. C'est la problématique ? Alors oui, c'est une problématique. On a quelque chose de l'ordre de la procédure dans laquelle ils ne semblent pas être écoutés, ils ne semblent pas être entendus. Procédure à laquelle ils se sentent très étrangers parce que le droit
usent de catégories juridiques tout à fait particulières, des définitions de crime, des définitions de responsabilité, dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Ils ne se reconnaissent pas dans ce droit, et l'impact de tout ça, c'est qu'ils ne reconnaissent pas non plus les actes. Et les victimes prennent ça, en plus des préjudices qu'elles ont subis, prennent ça par une seconde victimation. Et là, le droit a quelque chose à faire, il y a une amélioration à faire pour que les personnes rencontrées puissent reconnaître et qu'elles aient une responsabilisation, qu'elles se responsabilisent par le processus qu'elles ont vécu. Oui, et certains vous disent que c'est une justice des autres, voire une justice de blanc pour les prévenus condamnés pour le génocide des Tutsis. Donc pour vous, ces reproches sont justifiés ? Alors en tout cas, il faut les entendre. D'ailleurs, plusieurs de ces reproches, le fait d'être face à une justice des autres, une justice extérieure, sont des reproches que certaines victimes font aussi. Et il est intéressant de voir que les victimes et les auteurs de crimes se retrouvent dans des reproches face à cette justice. Et je pense que oui, il faut les écouter, ces reproches, autant qu'il faut écouter ceux des victimes ou des populations, mais il faut les écouter pour une meilleure reconstruction, pour une mémoire peut-être commune, ou en tout cas une reconnaissance des mémoires, pour que l'on puisse après passer outre, passer au travers de ces drames pour reconstruire les États qui ont connu ça. Est-ce que vous avez senti parfois une volonté de réécrire l'histoire ? Alors oui, chez certains, il y avait une volonté de réécrire l'histoire, ou en tout cas une volonté d'écrire l'histoire autrement que par le droit. C'est-à-dire quelque chose de peut-être plus historique, non pas qu'il faut écouter que ces personnes-là, mais en tout cas, on sent que le droit n'écrit pas obligatoirement ce qui a été vécu. Et il y a de l'émotion là-dedans, et le droit parfois rationalise a posteriori quelque chose qui est compliqué à expliquer. Le droit est sûrement nécessaire à certains égards, mais je pense qu'il doit être plus ouvert aux différentes paroles et aux différentes histoires, justement. Et je pensais plutôt à réécrire l'histoire face à vous, pour peut-être que vous soyez leur ambassadeur, ou vous puissiez donner une autre image d'eux. Parfois, vous expliquez qu'il y a des rencontres qui se font avec d'autres personnes, qui assistent. Alors effectivement, il y a sûrement chez certaines personnes que j'ai rencontrées cette idée que je sois leur ambassadeur, ou en tout cas au sens où je transporte leurs paroles, et c'est d'ailleurs bien ce que je fais, tout en sachant que je ne suis pas là pour juger les personnes, ni pour aller à l'encontre des jugements, mais simplement pour dire que leur parole à eux doit être entendue. Certains réécrivaient l'histoire, en effet. Maintenant, ce n'est pas le propos de mes recherches. Le propos est vraiment de savoir comment est-ce qu'on prend la parole de tous et de toutes dans l'écriture de l'histoire ou dans l'écriture de la mémoire commune. Alors, votre livre, il débute avec l'évocation de 2 suicides, celui de Hermann Göring, pilier du nazisme, c'était le 15 octobre 1946 à Nuremberg, et celui de Slobodan Praljak, un officier croate de Bosnie qui avale une fiole de cyanure devant les caméras à La Haye, et là c'était beaucoup plus proche de nous, le 29 novembre 2017. Pourquoi avoir choisi de les mettre en parallèle ? En quoi sont-ils emblématiques ? Alors ils sont emblématiques d'un rejet de la justice par les personnes qu'elles jugent. Alors on est dans 2 cadres totalement différents. Göring allait être exécuté le lendemain de son suicide ou 2 jours après. Praljak se retrouve à être condamné en appel à 20 ans d'emprisonnement. Il est clair que ça n'apparaît pas à n'importe quel moment. Ces suicides auraient pu avoir lieu au début du procès, pendant le procès. Non, ils apparaissent à un moment où la justice est rendue. Et d'une certaine manière, ils disent à la justice, nous ne vous reconnaissons pas, nous ne reconnaissons pas la légitimité de ce que vous dites. Alors, on peut passer outre ces suicides. L'idée était d'une accroche pour dire qu'à un moment donné, ces personnes ne reconnaissent pas leurs juges. Et il faut quand même qu'on se pose la question de comment faire pour que ces juges soient reconnus à un moment. Oui, donc ce livre, c'est vraiment pour nous montrer que la justice internationale peut échouer, et comment faire pour effectivement que cette justice internationale soit rendue, soit comprise et par les victimes et par les criminels. Oui, effectivement, l'idée c'est ça, c'est de voir comment est-ce que cette justice peut avoir un impact, comment est-ce qu'il s'agit aussi peut-être de la remettre un peu à sa place, au sens où elle ne peut pas tout permettre, cette justice, elle ne peut pas permettre de rétablir la paix, elle ne peut peut-être pas permettre de dissuader, elle est là pour condamner. Ok, c'est de la justice internationale pénale, c'est de la justice pénale. Laissons-la faire ce qu'elle sait faire, mais peut-être ne lui attribuons pas d'autres attentes. Et c'est peut-être là où on a peut-être surestimé son pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, vous l'avez dit, on surestime son pouvoir, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que la justice internationale ? Si on ne peut pas attendre une décision d'une justice internationale, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
Alors il y a eu plusieurs autres choses qui ont été menées, plusieurs autres institutions, plusieurs autres processus, des commissions vérité et réconciliation, des cercles de parole, des prises en compte de tous les protagonistes. Le pénal n'est pas la seule réponse qui existe face à ces crimes-là. Alors ça ne veut pas obligatoirement dire qu'il ne faut pas y avoir recours, mais il faut demander aux personnes protagonistes, aux victimes d'abord bien entendu, aux populations qui ont connu les guerres, mais aussi aux auteurs. Quand nous sommes au Rwanda avec 150 000 auteurs, on ne peut pas juste les laisser de côté. Et donc il faut les prendre en compte, pas obligatoirement au même titre que les victimes. Les victimes ont souffert, il faut s'en souvenir. Elles ont subi un préjudice, mais les auteurs doivent être pris en compte pour reconstruire. Et je pense qu'il faut à un moment aussi voir l'avenir et pas que le passé. Merci Damien Scalia d'avoir été en direct dans 64 minutes depuis les studios de la RTBF, Merci. Notre partenaire. Génocidaire, un livre paru aux éditions Dalloz. Merci à vous.